Tout à l'heure, on a évoqué les questions de concurrence, hein, finalement, entre l'offre du public, hein, à partir des plateformes de recherche et puis la prestation offerte par des sociétés privées. Et, pardon, excusez-moi. Et là, on va voir que dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, la question s'est évidemment posée, mais qu'il y a eu il va y avoir un début de réponse. Hein. Et pour nous en parler, nous accueillons donc Claude-Alain Kudenek, hein, qui est délégué général de l'AFSI. Alors l'AFSI, c'est l'Association française des sociétés de services et d'innovation pour les sciences de la vie. C'est une association, vous nous direz ça, mais je crois qu'elle est relativement jeune. Et Jacques Grassi, qui est directeur de l'ITMO. Alors ITMO, ça veut dire Institut thématique multi-organisme, des technologies de la santé au sein... Alors je ne sais jamais si on dit ITMO INSERM ou ITMO Avicent, en fait. C'est Avicent. Voilà, Avicent étant l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, et donc qui regroupe les acteurs publics qui interviennent dans ce domaine. INSERM, CNRS, universités, etc. Donc, allons-y gaiement. Claude-Alain Kudenek. Donc déjà, peut-être planter un petit peu le décor. Dans les sciences de la vie et de la santé, donc les sociétés que représente l'AFSI, ça pèse quoi économiquement? C'est quoi ça? Alors, aujourd'hui, un gisement de 300 entreprises environ, qui pour la plupart sont des émanations par leurs fondateurs des grands organismes de recherche. Et c'est aujourd'hui 10 000 personnes, 10 000 employés, et à peu près un chiffre d'affaires d'1 milliard en France, en forte croissance. Donc c'est quelque chose de tout à fait significatif. Si on se replace en plus dans l'histoire, on se rappelle que, bien entendu, les pouvoirs publics ont organisé des concours de création d'entreprises, ont incité des recherches à créer en périphérie et sur la base de leur savoir-faire acquis dans les services de recherche, ces entreprises, pour certes développer leurs propres produits, mais aussi pour apporter un savoir-faire par le service et le service d'innovation. Et donc l'Association française des sociétés de services et d'innovation représente ce tissu. Et comme vous le disiez à l'instant, nous sommes de naissance récente, puisque nous n'avons que quelques mois, mais qu'à l'heure actuelle, c'est toutes les semaines que nous avons des nouvelles sociétés qui viennent nous rejoindre. Car, en fait, ce qu'il se passe sur le thème que nous entretenons aujourd'hui, c'est que certaines de ces sociétés se trouvent être en concurrence frontale avec quelquefois les services dont ils émanent. Parce que les technologies sont les mêmes, ou tout au moins assez proches, et les infrastructures sont quelquefois assez communes ou tout à fait proches. Et que donc, à ce moment-là, eh bien, le client, l'industriel qui cherche à réaliser une phase de recherche et de développement, eh bien, a le choix, en quelque sorte, entre s'adresser à la structure académique ou s'adresser à cette structure qui est totalement dans une logique économique de profitabilité et tout à fait légitime. Et donc, on a pu constater... Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des cas tout à fait avérés de concurrence déloyale où il y a la facturation qui était faite par la structure académique ne tenait pas compte de l'amortissement des matériels, ne tenait pas compte des vrais coûts de personnel, etc. Et donc, comment voulez-vous rentrer à ce moment-là dans une compétition? D'autant plus que c'est un sujet qui a déjà été abordé et il existera dans nos discussions ultérieures. Il y a aussi des dimensions d'agrément, des dimensions de contrôle de qualité, des dimensions, tout ce qui fait la vraie prestation. Les entreprises qui sont au sein de l'AFSI ne sont pas simplement des sous-traitants qui appliquent tout à fait de façon standard un maillon de la chaîne de recherche et développement. Pour la plupart d'entre eux, sinon la quasi-totalité, ils apportent un vrai savoir-faire, donc il y a une valeur ajoutée et de contribution à l'innovation. Donc notre souci a été, dans les discussions avec Avicent, d'obtenir qu'il y ait une charte de bonne conduite et qui permette effectivement
à ce moment-là qu'il y ait un calcul des coûts, un calcul des conditions de réalisation qui soit tout à fait harmonieux entre les deux orientations, dont bien entendu nos sociétés se félicitent, car il y a des infrastructures qui ne peuvent être financées que par des efforts des pouvoirs publics, par l'intermédiaire de tous les systèmes de financement. Et c'est très bien, ça profite à l'ensemble du tissu d'innovation. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut réfléchir, et à l'heure actuelle, il y a des réflexions avancées, pour dire n'y aurait-il pas même une coopération entre les sociétés qui sont dans l'AFSI, certaines d'entre elles qui le souhaitent, et pour la gestion de certaines applications de ces plateformes, car qui de mieux qu'un industriel est capable véritablement de faire la valorisation, la gestion au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Ok. Ok, bon, vous avez bien posé la problématique. Donc on a vu dans un précédent atelier qu'il y avait un cabinet, d'ailleurs, un grand cabinet conseil était intervenu auprès de TGIR, cette fois, pour élaborer un modèle de coût, en fait, et identifier. Donc là, si j'ai bien compris, la démarche est un petit peu différente. C'est une démarche, finalement, de charte de bonne pratique. C'est quoi une charte de bonne pratique? En fait, comment c'est venu, finalement, cette idée de charte? Bon, ce problème de concurrence déloyale, il n'est pas nouveau. Je rappellerai qu'il y a quand même une directive européenne qui l'interdit, qu'elle n'est pas traduite en droit français, mais que si une entreprise de l'AFSI faisait un procès à une plateforme académique, je suis quasiment certain qu'elle gagnerait son procès. Donc le problème, il n'est pas tant. Le CSIS, l'année dernière, a saisi... C'est le Conseil stratégique des industries de santé. A saisi l'Alliance Avisan et l'ARIS pour essayer de mettre au point une charte de bonne pratique qui règle ce problème de concurrence déloyale. Donc ça a été traité pour Avisan dans le cadre du comité Covalence qui s'occupe de tous les problèmes de valorisation. Et on a réuni depuis le mois de septembre dernier des représentants de l'ARIS et bien sûr des représentants de l'AFSI, avant même qu'elle soit créée d'ailleurs, parce que c'était évidemment les sociétés de services qui sont les plus directement concernées par ça. Bon, le problème, il a été évoqué dans la table ronde précédente, c'est que à partir du moment où on facture des prestations, que ce soit d'ailleurs à des laboratoires académiques ou à des industriels, on ne peut pas le faire autrement que sur la base de coûts complets. Bon. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça veut dire qu'à terme, toutes ces plateformes, il faudra qu'elles mettent en place des comptes d'exploitation et qu'elles soient capables de calculer les coûts complets. Bon. J'en parle en aparté, mais c'est aussi un problème qu'on traite au sein de l'Alliance Avisan. On a maintenant un groupe de travail, ils sont encore réunis hier, qui regarde comment on va pouvoir mettre en place une méthodologie financière qui prenne en compte tous ces coûts complets. Et on a des contacts avec Mazar, que vous avez cité pour les TGIR. Donc, ils ont une petite expérience de la chose. Voilà. Bon, je viens d'en discuter avec lui, justement. Donc, c'est pas pour leur croyez-moi, faire la pub, ce ne sera pas forcément si compliqué que ça de mettre en place des comptes d'exploitation, y compris dans les plateformes multitutelles. C'est le problème qu'on a discuté hier. On a une réunion encore la semaine prochaine. Donc, on n'échappera pas à ce passage de mise en place de comptes d'exploitation à un calcul des coûts complets, qui permettront, ça répond à la question qui a été levée tout à l'heure, de prendre en compte la maintenance et la jouvence. Bien sûr, après, pour que tout ça fonctionne et que l'équilibre économique arrive, il faut vendre une prestation. Mais on la vendra à un prix qui sera le prix, personnellement, pour l'avoir pratiqué pendant très longtemps avec des collègues de l'AFSI, en général, les coûts de revient dans l'académique seront supérieurs à ceux des industriels. Donc on ne sera vraiment pas, si on est dans ce cas-là, dans un cadre de concurrence déloyale. Donc on a travaillé et on a rédigé avec des industriels, à la fois de l'ARIS. Donc il y avait des industriels qui sont des donneurs d'ordre dans ce système-là, ceux qui vont commander des études. Et puis il y a les industriels qui vont fournir les études, et puis il y a les plateformes académiques. Donc on a discuté, et le texte qui est... On a une réunion la semaine prochaine pour finaliser ça, qui est quasiment arrêté. C'est simplement un engagement des membres de l'Alliance Avisan. Alors, on prend cet engagement d'abord sur les plateformes qui sont les plus structurées, c'est-à-dire celles qui sont financées par Ibiza et celles qui ont été créées dans les infrastructures nationales des investissements d'avenir. On ne traitera pas... mettre en place des comptes d'exploitation partout et une facturation complète, ça ne va pas se faire en un an dans toutes les plateformes de France et de Navarre. Donc, les plus importantes, on s'engage le plus rapidement possible à mettre en place ces comptes d'exploitation et à facturer pour les prestations de services ou les prestations de recherche un prix en coût complet. Voilà. Et on voit avec l'AFSI et avec l'ARIS comment on peut traiter les cas discordants, parce que je pense qu'il y en aura encore pendant un certain temps, et que donc si on nous signale une plateforme à un endroit qui facture visiblement à des tarifs qui ne répondent pas à ce que je viens de dire, comment on peut le traiter en douceur sans arriver aux opérations judiciaires. Voilà. Donc cette charte, je ne veux pas
tirer des plans sur la comète, mais à mon avis, elle doit être signée avant le mois de juin prochain, avant la fin du mois de juin prochain. Elle est rédigée, il faut faire signer les 9 membres de l'Alliance. Ça, je sais par expérience que ça prend quelques semaines, mais on va y arriver. Ça représente un parc d'à peu près combien de plateformes, hein, Oh là, alors, les plateformes, les infrastructures nationales, je pense que c'est 25 ou 30 au moins. Et Michel est là, je ne sais plus exactement. Les Ibiza, c'est au moins autant. Et puis, il y a énormément de petites plateformes dans les universités ou dans des centres de recherche. Donc là, le nombre est important, incontestablement. Mais je pense que assez rapidement, quand je dis assez rapidement, c'est une échelle de 2-3 ans, sur les principales, celles que j'ai citées, Ibiza et Infrastructure Nationale, on doit arriver à mettre en place ce système-là. C'est déjà commencé dans des infrastructures comme Fly, qui est l'infrastructure nationale pour l'imagerie in vivo, où déjà ils travaillent là-dessus. On va, dans le groupe de travail que je vais citer, on va faire des premières modélisations. Parce qu'une des grosses complexités, c'est de mettre en place un compte d'exploitation sur une plateforme où il y a 4 ou 5 tutelles différentes. Eh bien, c'est pas forcément si compliqué que ça. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il faudrait passer la recette à ceux qui essayent de gérer les UMR. Hein. Donc, eh ben, on peut en discuter avec les UMR, mais honnêtement, justement, on a eu une réunion hier et je pense qu'il y a des façons de travailler relativement simples et en rentrant tout à fait dans des clous qui sont la façon dont sont calculés les coûts à l'Europe ou à l'ANR, qui permettraient de fusionner. Alors, bien sûr, chaque organisme aurait son compte. Et la difficulté, c'est de fusionner ça pour à la fois avoir un compte global pour la plateforme qui soit fait de façon auditable et justifiable. Mais je crois que c'est vraiment pas impossible et je suis assez optimiste sur le fait qu'on puisse aboutir à se mettre d'accord sur une méthodologie dans les mois qui viennent et à la mettre en place dans les années qui viennent. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose ? Juste un mot pour dire que c'est un sujet qui n'est pas simplement un problème de principe, mais c'est que c'est un élément économique très important. Tout à l'heure, j'entendais la réflexion d'un intervenant disant que finalement, bon an, mal an, dans l'utilisation des très grandes plateformes, je dirais le prix n'était pas le premier critère. Je peux vous dire que dans l'essentiel des activités qui sont offertes en prestation dans les sciences de la vie, eh bien, c'est un critère essentiel. Et que les donneurs d'ordre viennent demander à nos entreprises, quelquefois, de diminuer de 5, de 6, de 10, de 20%, parce qu'elles font... c'est pas des chantages, elles font une comparaison et donc on peut les comprendre qu'elles se dirigent à ce moment-là vers l'offre la plus basse. Et donc pour nous c'est véritablement essentiel, c'est un point pour certaines entreprises, je dirais même de survie lorsqu'elles sont dans ces conditions de concurrence. D'où l'importance que nous mettons à traiter ces problèmes-là avec la licence. J'ai cru comprendre que si la charte se met en place et qu'elle est relativement respectée, au fond, vous devriez être plutôt rassuré parce que vous avez dit finalement, si on fait l'ensemble des coûts complets, l'offre du public sera jamais moins disante que celle du privé. C'est ma conviction personnelle. Maintenant, le véritable exercice le dira. C'est mon expérience. Hein, et il y a des très bonnes raisons à ça. Hein, je veux dire, vous prenez les coûts... Quand vous prenez les coûts indirects, alors moi je travaille au CEA où les coûts indirects sont particulièrement élevés parce qu'il y a des frais de sécurité. Si vous rajoutez les frais de démantèlement de nos installations, vous arrivez à des chiffres astronomiques. Donc c'est moins marqué pour des organismes comme le CNRS et l'INSERM par exemple, mais je pense quand même qu'il y a des frais de structure qui sont plus grands que ceux qu'on rencontre dans le privé et c'est tout à fait normal. Donc je pense que la simple application de l'identification et de la facturation sur la base de ces coûts complets réglera le problème de concurrence. Bon. Maintenant, si on a des coûts complets qui sont 2 fois plus élevés que ceux de l'industrie, on peut redescendre nos prix de prestation à un niveau marché. Hein, mais en tout cas, on ne sera probablement pas dans le cas où on serait en concurrence en appliquant ces coûts complets. Mais encore une fois, la vraie vie nous dira comment ça se passe. Hein. Donc, signature d'ici l'été, quoi. En Normalement, la semaine prochaine, on a une réunion pour... Même vendredi, je pense que c'est vendredi. On a une réunion ou la semaine prochaine pour finaliser le texte que moi je vais soumettre à la signature des membres d'Avisan, puisque là, c'est un engagement des organismes membres d'Avisan vis-à-vis des industries. Mais il a été élaboré après de nombreuses réunions et discussions. Et puis, un point important quand même dans l'état d'esprit, hein, on ne fait pas ce genre de choses du jour au lendemain. Donc il y aura sûrement encore des anicroches,
Et donc l'important, c'est qu'il y ait ce dialogue entre les organismes et les industriels. Parce que la philosophie, quand même, je voudrais au moins faire passer ce message, c'est que moi, je fais partie des chercheurs qui, toute sa vie, a fait des contrats avec l'industrie. Donc j'étais du côté de ceux qui passaient des contrats. Mais qui a aussi créé des sociétés qui sont maintenant des fois des concurrents. En pratique, jamais. Mais en fait, des concurrents qui sont membres de l'AFSI. Il est tout à fait normal que là où il y a des compétences en recherche, qu'on puisse les valoriser d'abord au service de certains industriels et simplement pour élever l'importance de l'innovation dans notre pays. Hein. Mais c'est quand même au niveau des prestations qui ont la plus grosse valeur ajoutée en recherche qu'on doit se focaliser. Quand une prestation devient très basique, ça n'a pas énormément de sens, à mon avis, qu'elle reste dans des structures académiques. Elle sera gérée mieux avec tout le contrôle qualité et tout l'environnement client que mettent en place les industriels. Voilà, donc ça c'est la philosophie générale. Hein. Maintenant, chacun décline ça comme il le voit. J'aurais eu tendance à vous demander, monsieur, au fond, qui vous posiez la question de la concurrence, hein, si ce type de démarche, enfin, comment vous percevez ça, si vous me permettez de vous interroger directement. Hein. Évidemment, elle est saine, elle est absolument saine. C'est exactement le sens des questions que je posais tout à l'heure, parce que c'est le type de réponse qu'on va avoir. J'émets des doutes sur la complexité de nos dispositifs. C'est-à-dire que, au-delà de quelques organismes, il y a quand même beaucoup plus de partenaires que ça, et ça va être un poil peut-être plus compliqué que. Mais moi aussi, je suis optimiste. Je ne sous-estime pas la difficulté, mais quand on a mis en place ce groupe qu'on appelle compte d'exploitation, j'étais bien plus pessimiste que je le suis aujourd'hui après 2 réunions. Donc, et encore une fois, bon, donc avançons. Il y a des difficultés, il y en a toujours. Donc c'est pas. Mais je pense que c'est vraiment pas le bout du monde si on accepte des choses un peu simples. Hein. C'est-à-dire qu'il voilà, si on veut calculer le dernier centime, c'est comme dans la valorisation quand on calcule le pourcentage de retour financier d'un membre d'une UNR par rapport à l'autre. Hein. Si on veut calculer au dernier centime, on n'y arrivera jamais. Si on dit, écoutez, on fait simple, voilà. Parce que la complexité, notamment, c'est pour le calcul des coûts indirects. Si on peut se mettre d'accord sur un seul taux de coûts indirects commun à tous les membres d'Avisan, or il existe ce taux, il y a celui de l'ANR, il y en a à l'Europe, qui donc ne sera pas exactement celui de l'organisme A ni de l'organisme B, qui sera une moyenne, et ben on peut arriver à quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc il y a une étape à franchir, c'est celle de dire ok, c'est pas parfait, mais ça va marcher. Mais on le fait assez souvent quand même. Oui, je voulais insister en disant que, bien sûr, on ne peut que se féliciter de cette écoute que l'on a d'Avisan. Ensuite, comme l'a dit Jacques Grassi, ce n'est qu'un début et c'est effectivement la possibilité d'échanger, de voir les cas concrets qui se poseront. Et puis, c'est aussi l'extension à d'autres structures publiques. Parce que l'Avisan couvre évidemment beaucoup de structures publiques, mais pas l'intégralité. Et que donc, nous avons bien l'intention de faire en sorte que cet accord soit appliqué au-delà des limites d'Avisan, ou que Avisan prenne à ce moment-là le contrôle de l'ensemble des acteurs. Mais ça, parce que ça, c'est essentiel qu'on puisse avoir une sérénité vis-à-vis des coopérations et vis-à-vis des concurrences. Encore une fois, la concurrence, si la concurrence est loyale, elle est un moteur de l'économie et nous nous inscrivons délibérément dans cette perspective. Je comprends votre souci. Le mot contrôle est peut-être un petit peu fort pour une alliance qui n'a même pas d'existence morale. Voilà, qui ne contrôle pas grand-chose. Par contre, ce que j'ai moins compris, c'est l'allusion que vous faisiez à la couverture finalement d'Avisan de l'ensemble du secteur. Il me semblait qu'Avisan regroupait tous les partenaires publics. Hein. Alors on peut en débattre. Hein. Avisan regroupe officiellement tous les principaux organismes qui font de la recherche en sciences de la vie et de la santé. Mais ce n'est pas tout à fait équilatéral, parce que c'est vrai que, et notamment pour les universités et les hôpitaux, la représentation dans Avisan, c'est la CPU, donc Conférence des présidents d'université, et la direction la conférence des directeurs généraux d'hôpitaux, qui est une façon indirecte. On ne l'a pas fait comme ça par hasard. C'est parce qu'on ne peut pas mettre en place une gouvernance où il y aurait en plus
25 universités et 30 hôpitaux. Donc on a une représentation. Donc c'est un peu moins direct. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis ravi d'être ici aux rues. C'est pour pouvoir m'adresser plus directement à des universités qu'on n'a pas toujours en direct dans nos travaux. Il y a un étage supplémentaire. Alors, on les connaît toutes, on travaille toutes avec elles, on a des visites de site, on travaille sur les équipes, sur les UMR. Mais pour ces sujets qui sont un peu des sujets transversaux, comme donc l'exploitation des plateformes ou la valorisation de la recherche, je suis très content de pouvoir m'adresser ici plus directement aux représentants des universités. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas immédiat, c'est plus facile pour Avisan de contrôler des plateformes, disons, à dominante INSERM, CNRS, que des plateformes qui seraient purement universitaires. Mais je suis persuadé que ce qu'on propose, c'est l'intérêt de tout le monde. Et que c'est une voie et c'est un chemin auquel on ne pourra pas échapper. Oui, j'ai une question concernant les infrastructures dans ce partenariat public-privé qui sont émergentes, c'est-à-dire qui sont en train de se développer. Pensez-vous qu'il soit facile pour elles de calculer un coût complet, des coûts indirects c'est très compliqué les premières années de fonctionnement d'avoir ce recul. Est-ce que ce sera pris en compte dans la charte ou est-ce que c'est une charte qui ne pourra pas être signée par ce type d'infrastructure ? Alors d'abord, la charte n'est pas signée par les infrastructures, elle est signée par les membres d'Avisan. Je pense que quel que soit l'état de développement d'une infrastructure, on peut écrire un compte d'exploitation. Parce qu'un compte d'exploitation, ce n'est pas quelque chose de magique. Si vous êtes capable de dire, sont affectés à la plateforme tant de chercheurs et techniciens permanents en CDI, tant de contrats temporaires, avec le temps auquel ils consacrent à la plateforme. C'est la partie la plus dure. Si vous êtes capable de dire combien elle consomme d'électricité, combien elle est consommable, quel est le montant des contrats de maintenance qui sont affectés, vous avez une liste. Et on va faire ce travail de mettre au point une liste de tous ces coûts directs que puissent renseigner tous les organismes qui sont concernés. Donc il y aura une espèce d'uniformisation de façon à ce que ces comptes soient interopérables entre les différents systèmes de gestion. Après ça, vous calculez les coûts indirects, qui sont donc les coûts des overheads, les coûts de la direction, de la communication, tout ça. Si on accepte d'utiliser un principe un peu simplificateur qui est d'affecter un coût unique sur l'ensemble du territoire, qui donc ne sera parfait pour personne, mais qui sera très, très commode, je pense que même une jeune plateforme... Alors, il y aura toujours du travail. Quand on va mettre en place ce compte d'exploitation, il y aura toujours quelques mois de travail pour les gestionnaires de la plateforme. Dans le cas de l'infrastructure Fly, il y a des financements prévus pour payer les gens, pour mettre en place, aider les plateformes à mettre en place ces comptes d'exploitation. Donc, franchement, c'est du travail, mais c'est faisable à quel que soit le stade de la plateforme, à mon avis. D'accord. Oui, bonjour. Juste une question peut-être, je me trompe, mais il y avait un problème aussi de crédit impôt recherche. Est-ce qu'il n'est pas double au niveau du public et simple au niveau du privé? Et si c'est le cas, faire des calculs très savants pour calculer des coûts et mettre un fil trépas sur les murs s'il y a un grillage à poules au plafond, est-ce que ça sert vraiment? Enfin, si... C'est une excellente question. Je vous remercie de la leur avoir posée. C'est absolument pertinent. Alors, ce n'était pas a priori le sujet de notre intervention, mais parmi nos revendications, il y a aussi le CIR. Et à prestations identiques, à investissement égal, on ne voit pas pourquoi il y aurait une préférence du CIR. Mais ça, c'est un autre débat, mais sur lequel l'AFSI se lance aussi, parce qu'il est absolument normal, si on fait la même prestation, la même contribution à l'innovation, on doit avoir les mêmes conditions d'exercice. Donc, juste rajouter que l'Avisan n'a pas contrôle sur tout le monde, mais surtout pas sur le CIR, en tout cas pas directement. Donc effectivement, c'est un vrai problème. Et je rappelle quand même que si le prix facturé, le prix proposé au marché est calculé sur les coûts complets, c'est indépendant. Le CIR va permettre à la plateforme d'améliorer ses comptes, mais ça ne nous met pas... Enfin, si on défalquait le montant du CIR du montant que posé, là, on serait dans la faute, on ne serait plus dans le calcul des coûts complets. Donc simplement, le CIR, dans ce cas-là, va effectivement favoriser la plateforme et la permettre de se financer. N'oublions pas que les plateformes, toutes, presque quasiment toutes à mon avis, ont quand même une vocation qui est d'abord de servir la recherche des équipes qui les supportent. Donc elles ne sont pas rentables, elles ne peuvent pas monter un modèle économique véritablement rentable dans la plupart d'entre elles. Simplement, c'est des sources supplémentaires qui
idéalement, justement, devrait financer la maintenance et la jouvence des équipements. C'est pour ça que dans les coûts complets, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, on inclut bien sûr l'amortissement des matériels. Combien de fois j'ai entendu dire des gestionnaires de plateforme, mais je n'ai quand même pas facturé l'IRM qui a été payé par le Conseil général. Et la réponse est oui, tu vas facturer l'amortissement de l'IRM payé par le Conseil général, sinon tu n'es pas dans les clous. Et ton IRM, tu seras content d'avoir quelques revenus pour le renouveler et l'entretenir l'année d'après sans avoir demandé au Conseil général qui lui sera content de ne pas avoir à en payer un autre. Voilà, donc c'est vraiment ça l'état d'esprit. Pas d'autres questions ? Moi, j'en avais une quand même. Au fond, je me demandais, bon, une charte, c'est bien. C'est une charte, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je réponds, il finira. Là, ça sera la bonne volonté des... Voilà, là, ouais. Évidemment, c'est ça. En fait, la question était par rapport aussi à l'international. C'est-à-dire que la culture du coût complet en France, elle est peut-être moins développée qu'ailleurs, mais je sais qu'en Europe, on n'a pas résolu la question. On oscille toujours entre coût complet et forfait, hein, pour les coûts indirects notamment, dans le monde de la recherche. Mais est-ce que cette charte va suffire finalement à nous positionner de manière... raisonnable par rapport aux plateformes ou aux sociétés étrangères? À mon sens, oui, puisque c'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut aller pour être clair vis-à-vis de l'Europe et à l'international. Donc vous pensez bien que ce n'est pas Avisan qui va décider de faire une loi pour transformer la directive européenne. C'est en dehors de nos... Moi, je pense qu'on peut considérablement améliorer la situation et régler la quasi-totalité des points, des vrais problèmes que rencontre avec telle équipe, telle plateforme, telle entreprise, avec une charte. Parce que quand les organismes diront, écoutez, vous arrêtez de faire ça, sinon les plateformes arrêteront de le faire. Voilà. Maintenant, si quelqu'un un jour veut faire une loi, ça ira pas plus vite, mais en tous les cas, la question ne se posera plus. Oui, je crois. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous sommes en concertation, et même nous sommes en collaboration pour ce travail-là, et nous sommes tout à fait ouverts. Au-delà, s'il n'y a pas le respect de cette charte, ou s'il y a des mauvaises volontés, l'AFSI a déjà écrit noir sur blanc qu'elle n'hésitera pas à essayer en justice pour le respect de ces règles de concurrence. Et comme le disait Jacques Grassi en début, nous savons très bien que nous gagnerons, parce que les textes, et en particulier à l'Europe, nous sont favorables. Donc il n'y aura absolument aucun problème, nous irons. Ça, c'est déterminé. Pourquoi ? Parce que c'est notre survie économique et notre croissance qui est en jeu. Et que donc ça, ce n'est pas négociable. Donc nous n'en sommes pas encore à sortir les armes, mais pour nous, c'est une suite logique si jamais il n'y a pas des progrès significatifs ou le respect des accords qui auront été passés avec la contribution de chacun. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, bah, j'espère au moins, d'ailleurs j'en profite pour me présenter quand même, je suis rédacteur en chef adjoint au groupe AEF, une agence de presse. Je dirige en particulier le fil recherche et innovation. Donc c'est pas que je suis un familier quotidiennement des plateformes, mais enfin bon, c'est des sujets qu'on suit attentivement, les modèles économiques, l'organisation de la recherche, etc. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre intervention. Ben, j'espère bien que vous nous donnerez quand même la primeur à l'AEF de cette charte. Ah, mais hein, fort volontiers. Nous aussi, on a un modèle économique à défendre. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup.